Bonjour, je suis Christian Pradier, je suis professeur de santé publique, je suis responsable du département de santé publique qui est situé à l'hôpital de l'Archéen, juste à côté. Et donc je vais ouvrir cette journée avec un petit topo sur les déterminants de la santé. Alors, avant d'aborder la question des déterminants, je pense que c'est important qu'on revienne sur la définition de la santé, ce qui permet de bien comprendre cette question des déterminants. Et ce que je vais vous proposer, en fait, c'est une définition. Vous savez, classiquement, à l'hôpital et à la faculté de médecine, on utilise une définition qui est assez simple, en fait, qui dit que la santé, la bonne santé, c'est l'absence de maladie diagnostiquée par un professionnel de santé. Donc, autrement dit, vous allez voir le médecin, et vous ne trouvez rien, vous êtes en bonne santé, et puis vous trouvez une maladie, vous êtes en mauvaise santé. Donc, c'est une définition qui est encore beaucoup utilisée aujourd'hui, mais qui est très limitée. Et vous avez peut-être vécu l'expérience, vous connaissez peut-être des gens qui sont allés voir le médecin en disant ça ne va pas du tout, je ne me sens pas bien du tout. Le médecin examine, fait les prescriptions pour des bilans, tout revient, puis dit non, tout est normal, vous êtes en bonne santé. Oui, mais peut-être, mais moi je me sens quand même pas bien. Donc, on voit que c'est une définition qui a des limites. Alors je vous en propose une autre, qui est la définition la plus récente donnée par l'OMS, qui est donnée par la charte d'Ottawa, donc qu'on reverra dans quelques diapositives, et qui a été définie en 1986 et qui dit qu'en fait la santé, c'est une ressource de la vie quotidienne. C'est pas un but, c'est un capital en fait qu'on a avec nous et qui nous permet de pouvoir identifier et réaliser nos ambitions, satisfaire nos besoins et évoluer avec notre milieu ou en tout cas s'y adapter. Donc en fait c'est une richesse, un capital qu'on peut utiliser pour réaliser ses objectifs dans la vie. Alors c'est ça la question, c'est à quoi sert cette richesse? Eh bien, peut-être le meilleur moyen de l'exprimer, c'est vraiment à l'épanouissement individuel. Donc pouvoir se réaliser, pouvoir exprimer la totalité de ses potentialités dans la vie. Tous les projets qu'on a, que ce soit les projets professionnels, les projets privés, de la vie privée, voilà, pouvoir exprimer toutes nos capacités, c'est la santé qui nous permet de faire tout ça. Donc, épanouissement personnel, évidemment, capacité à tenir nos rôles dans les groupes sociaux auxquels on appartient. Donc, c'est important d'avoir cette idée-là en tête. Si vous êtes d'accord, on va prendre ensemble cette définition de la santé qui est être en bonne santé la personne qui est épanouie, et a fortiori n'est pas en bonne santé la personne qui ne peut pas s'exprimer. Et on va voir que les déterminants de la santé sont vraiment des facteurs qui vont permettre cet épanouissement ou pas. Alors la meilleure façon de représenter les déterminants de la santé, c'est de regarder ce schéma, donc je vais vous l'expliquer en détail. Et donc en fait, on va commencer par le centre où on a des éléments qui sont prédéterminés, comme la génétique. Ça, on est avec des caractéristiques, mais pour l'instant, on ne peut pas trop les modifier. Par exemple, le sexe, il y a des hommes, il y a des femmes. Donc, c'est comme ça. Et puis, on a des facteurs génétiques qui peuvent aussi exprimer un certain nombre de maladies. Là, pour l'instant, on ne peut pas agir tellement là-dessus. En revanche, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'autres facteurs, de l'environnement notamment, qui ont un rôle très très important sur la santé. Alors, le premier, évidemment, c'est le plus connu, c'est les facteurs liés au style de vie personnel. C'est tout ce qui concerne les comportements. Alors, les comportements sains ou les comportements pas sains. Donc, par exemple, le fait de fumer, le fait de consommer trop d'alcool, le fait de se nourrir avec boire des sodas, manger gras, vous voyez, des choses comme ça. Enfin, tous les comportements qui peuvent être à risque de maladie. Et ce qui est important à comprendre, c'est qu'en fait, ces comportements-là, ils sont eux-mêmes sous-tendus par d'autres facteurs qui sont liés à l'environnement. C'est pas simplement, par exemple, je fume, c'est pas bien, je le sais, donc il faut que je m'arrête, mais il y a aussi des facteurs qui expliquent pourquoi je fume. Je suis par exemple dans un environnement qui est très stressant, où toutes les personnes qui sont autour de moi fument, donc j'ai tendance à fumer aussi. Et donc c'est cette seconde strate ici, on voit que ce sont les réseaux sociaux et communautaires, ça c'est tout notre environnement de vie. Donc c'est la famille, les voisins, la communauté dans laquelle on vit. Et là, on a des facteurs qui sont majeurs pour la santé, notamment ce qu'on appelle le lien social ou le capital social. On sait que des personnes qui sont entourées
lorsqu'il va y avoir des événements stressants, des événements de vie difficiles, bon, ils vont pouvoir être soutenus, on va pouvoir être soutenu et passer le cap difficile. En revanche, une personne isolée, on peut imaginer que s'il lui arrive un événement négatif, comme par exemple la perte d'un emploi ou un décès dans la famille, si la personne est seule, ça va être plus difficile pour elle de dépasser cet événement. Alors, pour bien l'imaginer, peut-être le mieux c'est d'imaginer les personnes âgées. On sait que les personnes âgées qui sont entourées et qui sont stimulées vivent plus longtemps en bonne santé. En revanche, la personne âgée isolée, on va avoir tendance à perdre son autonomie très rapidement. Et là, ensuite, quand vous montez encore d'un cran, vous avez beaucoup de facteurs qui sont tous des déterminants de la santé. On va y passer juste une minute ou deux, mais je pense que ça va vous parler tout de suite. On va prendre le premier ici, l'agriculture et la production de nourriture. Donc je vais faire le lien avec Mohamed Benhamed qui va vous parler d'épigénétique tout à l'heure. Mais vous voyez, on entend aux actualités quasiment tous les jours. Par exemple, le glyphosate, les pesticides. Ce sont tous des éléments qui sont actuellement utilisés dans l'agroalimentaire et dont on sait maintenant qu'ils impactent très fortement la santé. Un autre qui est vraiment aussi dans l'actualité en ce moment, et peut-être aussi au CHU de Nice, c'est les conditions de travail, conditions de vie et de travail. Donc on sait que dans le milieu de travail, la façon dont on est accompagné, soutenu, on détermine très fortement la santé. Et là, il y a beaucoup de recherches qui ont été faites et qui montrent que des personnes à qui on laisse des marges de manœuvre, des possibilités d'initiative, finalement des possibilités d'expression, en fait, d'exprimer ses capacités, sont des gens qui vont plutôt bien. En général, du coup, l'entreprise va très bien aussi. En revanche, les personnes qui sont contraintes dans leur travail n'ont pas de possibilité de s'exprimer. Lorsqu'ils prennent l'initiative, ils sont plutôt censurés. À ce moment-là, ces gens-là vont plutôt être en mauvaise santé. Donc on va voir apparaître des arrêts de travail, des arrêts maladie, des dépressions, etc. Et donc l'actualité en donne des exemples tous les jours. Là, on revient sur le procès de France Télécom, où là, carrément, les gens se sont suicidés. Il y a un nombre très important de gens qui se sont suicidés, liés vraiment aux conditions de travail dans l'entreprise. Alors vous voyez, il y a plein d'autres facteurs. L'éducation est un déterminant majeur de la santé. Évidemment, le chômage, le fait de ne pas avoir de travail, vous imaginez ce que ça représente pour les gens. Donc c'est certainement pas un facteur positif. Le logement aussi, la qualité intérieure de l'air, les logements sains, c'est très important. Puis vous voyez que parmi ces déterminants-là, il y en a un, ça tourne en flèche, voilà, qui est ici, qui sont les services de santé. Donc les services de santé, comme on va le voir, c'est un déterminant important, mais ce n'est pas le seul. Donc vouloir juste cibler ces actions sur le seul système de santé pour améliorer la santé de la population, ça serait passer à côté de tous les autres déterminants, et donc on ne serait pas efficace. Et puis donc la dernière strate, c'est les conditions socio-économiques, culturelles et environnementales du pays dans lequel on vit. Donc c'est sûr que s'il y a la guerre, par exemple, c'est pas bon pour la santé, mais si c'est des pays pauvres qui sont instables, pas sécurisés, c'est pas bon non plus. Donc à ce niveau-là, voilà, ça compte aussi beaucoup l'environnement dans lequel on est. Alors il y a plein d'autres façons de représenter ces déterminants. Ici vous avez un schéma donc, qui reprend exactement la même chose, donc c'est ce diagramme là qu'on a vu, mais là qui est présenté tout au long du parcours de vie. C'est pour dire que ces déterminants de la santé, en fait, ils agissent dès la naissance, voire même in utero, et ensuite ils vont suivre la personne tout au long de sa vie. Et donc, des choses qui se passent ici, si par exemple l'éducation n'est pas à la hauteur, elle va impacter tout le reste de la vie de la personne. Ça va avoir un effet à très très long terme. Ça veut dire aussi que quand on cherche à agir sur la santé, il faut remonter souvent très en amont des problèmes. Par exemple, on montre aujourd'hui que si on veut favoriser le vieillissement en bonne santé, il y a beaucoup de facteurs, beaucoup de choses qui sont déterminées à l'enfance. Par exemple, l'obésité de l'enfant va avoir un impact majeur sur les maladies cardiovasculaires lorsqu'on aura dépassé la cinquantaine ou la soixantaine. Donc, avoir ça en tête aussi que si on veut travailler la santé de la population, il faut souvent remonter à l'enfance. Donc ce schéma, c'est juste pour vous montrer la part, elle est en anglais mais elle est facile à comprendre. Ici, vous avez la part du système de santé parmi les déterminants. Vous voyez que le système de santé, ça pèse 25% de tous les déterminants.
Et donc je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, hein. Si on agit que sur le système de santé pour travailler à améliorer la santé de la population, on négligerait, vous voyez, 60% des déterminants de la santé. Donc ça veut dire que travailler à la santé de la population, c'est agir sur l'ensemble des déterminants de la santé. Et vous avez vu que beaucoup de ces déterminants-là ne dépendent pas du système de santé. Ils dépendent d'autres secteurs, que ce soit l'éducation, l'environnement, le transport, etc., sur lesquels il va falloir travailler, avec qui il va falloir travailler. Bon, encore une autre façon de le montrer, vous voyez, pour espérer vivre plus longtemps et en meilleure santé, il faut agir sur l'éducation, sur les transports, sur le logement, il faut agir contre la pauvreté, il faut travailler à aménager la ville, à faire les aménagements urbains de qualité, avec des espaces verts par exemple, l'environnement physique, et puis il y a aussi l'environnement social, et puis évidemment les habitudes de vie. J'ai passé cette diapo qui représente exactement la même chose pour arriver aux conséquences. Donc du coup, une fois qu'on a compris ça, hein, qu'il faut agir sur l'ensemble des déterminants, comment on fait en fait? Alors c'est ce qu'on appelle la promotion de la santé. Donc cette diapositive est un peu chargée, mais je vais vous l'expliquer. La promotion de la santé, ça représente un processus social et politique global, donc qui vise à améliorer la santé de la population, non seulement par des actions qui visent à changer les comportements, hein, on va dire aux gens de ne pas fumer, moins boire, mieux manger, etc., mais aussi et surtout en changeant la situation sociale, environnementale et économique des personnes. Et donc c'est pas simplement agir sur l'individu, mais agir tout sur l'ensemble de son environnement. C'est ça l'enjeu de la promotion de la santé. Et donc on cherche là à essayer de rendre les personnes plus participatives, plus partie prenante dans les processus qui permettent d'améliorer la santé. Et donc dans ce cadre-là, la notion de participation de la population à toutes les décisions est vraiment essentielle. Donc la promotion de la santé, c'est agir sur l'ensemble des déterminants en essayant de faire travailler ensemble tous les secteurs qui sont impliqués dans la santé, et on a vu qu'il y en a beaucoup. Donc ça c'est un enjeu, hein, c'est très compliqué parce que le système est très cloisonné, chacun reste dans son secteur, donc essayer de décloisonner. Et puis un élément très très important, c'est de faire participer les gens pour avoir leur avis sur des questions qui concernent leur santé, de façon à ce qu'ils soient responsables aussi, hein, par rapport à tout ça. Donc on va terminer rapidement en regardant la Charte d'Ottawa. Donc ça c'est le logo de la Charte d'Ottawa, vous pouvez le trouver sur internet, vous tapez Charte d'Ottawa. La Charte d'Ottawa propose 5 grands axes d'action pour améliorer la santé en agissant sur les déterminants de la santé. On va les regarder très rapidement. Donc le premier, il s'appelle « Élaborer une politique publique pour une bonne santé ». Donc ça veut dire que, en fait, tous les secteurs des politiques publiques sont concernés. Dès qu'on va parler santé, ce n'est pas simplement le ministère de la Santé qui est concerné, qu'on doit solliciter, c'est l'ensemble c'est tous les secteurs, et donc toutes les politiques. Politique sociale, politique économique, éducative, emploi, loisirs, environnement, urbanisme, habitat, etc. etc. Donc vous voyez, c'est beaucoup de travail pour réussir à faire réunir tous ces gens. Et puis, ce n'est pas simplement des politiques qui se déclinent à l'échelon national, il faut savoir qu'on peut avoir une action à l'échelon local. Alors ça peut être une municipalité, mais aussi dans une école ou dans une entreprise. Donc, par exemple, le meilleur exemple que je puisse donner pour l'entreprise, c'est le groupe promotion de la santé du CHU. Là, on essaie vraiment de mettre en place ces principes de la promotion de la santé, qu'on va revoir là, hein, au sein d'une entreprise. Ensuite, donc, on a toujours cette idée, hein, on travaille pour la santé, on veut que les gens puissent être épanouis, donc on va chercher à créer des environnements favorables à la santé. Donc, c'est faire en sorte que l'environnement physique et social dans lequel on se situe soit supportif, soutienne les personnes, les aide dans leur effort de promotion, de changement et de bien-être. Il invite aussi, la charte, hein, invite à veiller les uns sur les autres, donc, à être attentif à nos collègues, par exemple, si on est dans l'entreprise. Et puis, essayer de trouver des conditions de travail qui soient stimulantes, plaisantes et agréables. Donc ça, c'est très important. Donc il y a le troisième axe qui est le renforcement de l'action communautaire. Donc ça, c'est encourager la participation effective et concrète de la communauté, donc de l'ensemble des personnes
des citoyens ou des salariés, mais ça c'est très important, donc à la fixation des priorités et aux prises de décision. Les gens doivent être partie prenante dans le choix des priorités et les décisions qui sont prises. On ne doit pas être passif, c'est-à-dire nous annonce que telle chose ça peut se faire ou telle chose ça ne peut pas se faire, et on va nous expliquer pourquoi, sans que nous on ait pu s'exprimer et donner notre point de vue. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle les procédures de démocratie participative, qui vont solliciter la population pour avoir son point de vue, son avis et sa participation à la décision et aux actions qui vont être mises en place. Alors, il y a aussi évidemment les services de santé, ça c'est très important, et ce que dit la charte, et là vous serez d'accord probablement avec moi, c'est qu'il y a encore beaucoup de travail, mais la journée d'aujourd'hui montre qu'il y a des efforts qui sont faits quand même, c'est que nous, il faut vraiment, dans notre système de santé, on vive un bouleversement de la logique qui est actuellement dominante sur le système de soins, qui est une logique curative. Donc, grosso modo, pour faire vite, c'est on va voir le médecin, diagnostic, traitement. Diagnostic, traitement, et normalement le problème est réglé. Bon, on sait qu'en fait c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc là, c'est vrai qu'on est trop exclusivement orienté vers les soins techniques, et ce que veut la Charte d'Ottawa et la promotion de la santé aussi, c'est plus d'avoir une vision globale de la personne et avoir des soins qui s'inscrivent dans un continuum d'intervention. Alors, ce n'est pas simplement diagnostic traitement, c'est aussi tout ce qui va entourer la personne pour son bien-être. Et donc aujourd'hui, demain, vous allez travailler sur beaucoup d'éléments qui sont extrêmement importants. Donc vous voyez, ces continuums, ils vont vraiment de la prévention jusqu'à la réadaptation, mais c'est quelque chose de continu et qui doit être fluide, pas quelque chose de séparé ni cloisonné. Donc, moi, je dis souvent, là, dans le groupement hospitalier territoire, je développe cette approche-là populationnelle, dans lequel, quand on fait le SWOT, les forces, les faiblesses et les risques, je dis que le cloisonnement est un risque majeur pour tout ce qu'on essaie de faire, parce qu'on ne peut pas mettre des parcours fluides avec des continuums si on a des cloisons. Si on a des systèmes qui sont cloisonnés, les gens ne veulent pas travailler ensemble, ça ne peut pas fonctionner. Il y a vraiment un effort à faire de décloisonnement. Et puis le dernier point, donc, c'est acquérir des aptitudes individuelles. Alors, on l'entend souvent comme des bons comportements. Par exemple, je me nourris correctement, de façon saine. Mais là, il y a aussi une autre dimension qui est intéressante, c'est vraiment essayer de donner aux gens des capacités pour acquérir des compétences. Alors, compétences, pourquoi faire? Justement, c'est pour participer à la décision, à la fixation des priorités, et puis aussi aux actions qu'on veut mettre en place. Encore une fois, dans la promotion de la santé, au CHU, la promotion de la santé, c'est ce qu'on essaie de faire. C'est-à-dire que ce sont des agents qui travaillent pour des agents. On a dit que ce sont des actions qui sont faites par des agents pour des agents. Donc on a vraiment des gens qui sont capables de dire où sont les problèmes et sont capables de dire aussi voilà quelles sont les solutions qu'il faut mettre en place et de les mettre en œuvre. Donc c'est vraiment une participation complète. Et puis voilà, c'est aussi des compétences permettant de s'organiser pour agir localement ou à un échelon plus élevé afin d'y faire obstacle. Donc en conclusion, vous voyez, la Charte d'Ottawa, ça invite à donner une autre dimension à l'éducation pour la santé. L'éducation pour la santé, elle, c'est une éducation qui vise les comportements sains. Donc en général, c'est plutôt, voilà ce qu'il faut, attention à ça, il ne faut pas le faire. Et il y a plutôt des comportements comme ça. Donc on essaie de dépasser vraiment les conseils et les actions individuelles pour aller à une dimension de population et en conférant aux personnes la capacité à retrouver un pouvoir sur les déterminants de la santé qu'on a vus. Donc, essayer de faire en sorte que nous tous, collectivement, puissions vraiment agir sur l'ensemble des déterminants et faire en sorte que ce qui est bon pour nous, ce qui est bon pour l'épanouissement de l'individu, puisse être réalisé. Voilà, je vous remercie de votre attention.